cuisse, le fémur. Et le sang est, de fois ça s'extériorise, le sang est en train de gicler. Si on ne fait rien, il va mourir de ce saignement-là. On l'amène au service des urgences. C'est un médecin qui l'accueille. C'est le médecin qui l'accueille, qui évalue. On a des échelles d'évaluation pour apprécier le degré d'urgence. Et sur la base de cette évaluation, il détermine si l'urgence est vitale et ça permet de poser les gestes. C'est une question de secondes pour apprécier cela et poser les gestes qu'il faut. Donc, vous voyez bien que ça peut être bien simple. Bonjour, monsieur le ministre. Je m'appelle Oscar Meloa-Docon, directeur général de Bénépassion TV. Je voudrais savoir quand est-ce que la mesure démarre. La Et mesure a déjà démarré. ça a déjà démarré. D'accord. Qui sont les concernés? Ça concerne qui, en fait? Est-ce que les personnes qui souffrent des maladies chroniques bénéficient? Je voudrais ensuite savoir, en cas de... On va commencer par, donc, j'ai dit, comme je l'ai dit, la mesure a déjà commencé puisque le président de la République, le mercredi, comme vous avez pu le constater dans le communiqué du Conseil des ministres, que c'est déjà mis en œuvre immédiatement. Et donc, comme je l'ai dit, on avait déjà commencé à faire la préparation. Donc, en fait, les soins étant déjà administrés de façon courante, il suffit juste de veiller à ce que les médicaments soient au niveau des urgences. Donc, aujourd'hui, dans toute structure sanitaire, si quelqu'un vient et on évalue que c'est une urgence vitale, on doit pouvoir lui administrer les soins immédiatement et le sauver, quitte à voir le reste après. Sur la question de la solvabilité, nous avons déjà il y a eu beaucoup de pratiques effectivement. Vous savez, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver quand vous sortez de chez vous. Vous ne savez pas si vous allez avoir un accident, si vous allez tomber dans la rue, si vous allez faire une hypoglycémie. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment. Et vous arrivez à l'hôpital, vous n'avez personne. Donc on vous soigne d'abord, vous vous réveillez après, vous pouvez avoir les moyens de régler votre facture avant de sortir. Mais il se pourrait également que vous soyez en incapacité de le faire. Et là, ce sera apprécié, ce sera évalué. Comme vous le savez, il y a le dispositif de l'assurance maladie qui est là. On sait ceux qui sont les pauvres extrêmes qui bénéficient déjà gratuitement du panier de soins de base. On va évaluer pour voir si vous êtes éligible à ça. Et si vous n'êtes pas éligible à ça avec l'administration, on s'entend avec vous si vous n'arrivez pas à payer pour que vous puissiez déterminer comment vous allez régler la facture après. Mais on vous aurait déjà fait le plus gros. Vous êtes déjà sauvé, vous êtes en vie. Et le reste, on peut gérer ça après. Effectivement, quand vous regardez bien la chose, vous allez vous dire, mais, et tous ceux qui de mauvaise foi pourraient ne pas payer. Il faut trouver un mécanisme derrière. Je peux vous dire que le gouvernement travaille derrière pour voir comment est-ce que, de façon conjointe avec les autres sectoriels, on identifie les mécanismes pour assurer le recouvrement des frais qui ont été engagés. Dans tous les cas de figure, le gouvernement a mis le milliard en place pour s'assurer que, nonobstant le fait qu'il puisse y avoir des gens qui ne paieraient pas, que les hôpitaux ne soient pas en rupture de stock pour ne plus assurer la continuité des soins. C'est vraiment ça, le primum movens.
Je crois que le ministre a répondu à cette question-là déjà. On vous a dit que tout le monde peut être concerné. Si vous arrivez inconscient, on s'occupe de vous. On n'a pas besoin que vous parliez. L'urgence vitale menace immédiatement votre vie. On s'occupe de vous. Il en est parmi vous qui se préoccupent justement de la question du recouvrement. Ça montre que nos consciences commencent à s'élever et qu'on ne pense pas que parce que c'est l'État, ce doit être la gratuité absolue. Et l'enjeu, c'est justement après de pérenniser ce mécanisme. Faire en sorte que demain, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, les Béninois puissent continuer à en bénéficier. Parce que si l'idée pour certains est que bon, c'est l'argent de l'État, on fait et ça, on disparaît avec, c'est une menace pour la mesure. Certes, le gouvernement dit va jouer sa partition en mettant les ressources à disposition. Mais le président Ouattara ne sera pas éternel. Le gouvernement actuel ne sera pas éternel. Un gouvernement peut venir demain et constater que, bon, s'il y a beaucoup de gens de mauvaise foi qui ne payent pas, il vaut mieux pas continuer. Et donc, nous avons tous intérêt à faire en sorte que cela se poursuive. Et retenez que la mesure est valable pour tout le monde. Vous pouvez être le plus riche du Bénin et arriver là. Peut-être parce que vous êtes allé faire votre sport et il vous arrive quelque chose, vous arrivez aux urgences, les gens qui ne vous connaissent pas et qui vous amènent, il faut que on s'occupe de vous. Vous pouvez être le plus indigent. Et comme il a dit, si vous êtes vraiment parmi les indigents, vous êtes déjà dans la base de données des pauvres extrêmes ou des pauvres non extrêmes qui sont pris à charge à 100% par l'État ou à 50% en fonction de la catégorie de pauvres à laquelle ils appartiennent. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes impacté. Et maintenant, si vous avez les moyens, comme vient de le dire le ministre de la Santé, et qu'on vous a soigné, la bonne foi, le sens de l'honnêteté voudrait que vous puissiez dire aux agents, ah oui, merci pour les soins, ça fait combien? Je vous paye. Exactement comme quand vous allez en consultation classique. Quand vous allez dans une clinique ou dans un centre de santé, vous payez aujourd'hui avant même d'être consulté, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes en situation d'urgence vitale et qu'on vous prend en charge, que vous puissiez leur demander combien je vous dois. Merci pour les diligences que vous avez accomplies pour me sauver la vie. Voici le paiement. Et si d'aventure vous étiez infortuné en ce moment-là, ah, je ne suis pas en capacité tout de suite, mais comme je suis un Béninois responsable, je vous garantis que je viens payer dans 2, 3 jours. Voici mes coordonnées, voici ma carte CIP ou ma carte d'identité. Vous pouvez me contacter. À tout moment, je reviendrai payer. Et nous devons tous, en fait, contribuer à la sensibilisation de nos concitoyens. Le ministre de la Santé l'a fait avec ses collaborateurs, qui sont les responsables de centres de santé. Et ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'ils sont mis en demeure de veiller à ce que ça fonctionne bien, pour qu'aucun Béninois n'aille se plaindre d'avoir été dans un centre de santé en situation d'urgence vitale et de n'avoir pas été pris en charge. Et si des plaintes venaient à émerger, éprouver, il y aurait des sanctions. Donc, de la même façon, il nous faut, en tant que citoyens, adopter les bonnes attitudes, sensibiliser nos amis, nos familles, nos connaissances, pour que chacun joue sa partition afin que cette mesure formidable, pour aujourd'hui et pour demain, puisse s'étaler dans le temps.
Vous préférez que je vous réponde d'abord? Je vous réponds d'abord alors, le temps que vous reprenez votre soupe. Je vous remercie également. J'adore vos questions parce que ce sont vraiment des questions du spécialiste de la matière économique. Monsieur la première, elle rejoint exactement ce que nous disons. C'est une question de vie ou de mort. Est-ce que nous allons annoncer la mesure et dire il faut que le budget soit voté d'abord pour que nous puissions la mettre en œuvre? Je vous réponds à deux niveaux. D'abord, nous avons l'assurance de disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale. Ensuite, nous avons la conviction que chaque député béninois est concerné par la question de la prise en charge systématique des urgences vitales. Il ne se trouverait, à mon sens, aucun député pour dire cette mesure du gouvernement, elle est mauvaise, on va pas la voter. Et puis, comme il l'a expliqué le ministre de la Santé, depuis que la mesure a été annoncée par le candidat, évidemment, on allait à une élection, même s'il n'y a pas de certitude absolue, nous étions convaincus d'avoir, je vous l'avais dit plusieurs fois, le meilleur candidat, le meilleur profil, et nous étions convaincus que nous allions gagner. Eux, ils ont fait dans l'anticipation. Et vous êtes technicien des finances, vous savez très bien qu'il peut y avoir des affectations de crédit. Peut-être qu'ils ont vu dans leur plan de travail quelles sont les ressources qu'on peut temporairement affecter à la mise en œuvre diligente de cette mesure en attendant de les restituer une fois qu'on est passé en collectif budgétaire. Et parlant du collectif budgétaire, nous avons identifié plusieurs axes pour réduire les dépenses et pour renflouer les caisses à travers de nouvelles mobilisations. Vous avez noté qu'on a annoncé, par exemple, que les dépenses de personnel vont être réduites d'à peu près 10 points, 9,8 précisément, sans compromettre les plans de recrutement déjà envisagés et planifiés. C'est un effort. Ça veut dire que on va voir là où, par exemple, pour ceux qui se plaignent souvent des fonctions politiques, là où il y a des postes qui ne seraient pas indispensables, on peut décider de mettre fin à des postes politiques pour faire porter par d'autres responsables les charges que géraient déjà ces personnes-là. Donc, c'est un axe de décision qui a déjà été envisagé et discuté. Et puis, effectivement, il y a plusieurs autres aspects. Je peux vous rassurer d'une chose, si c'est le non dit de votre question. En tant que Béninois, vous ne serez pas appelé dans les 6 mois à venir à contribuer davantage à la mobilisation des ressources intérieures. Par exemple, quand vous quittez le Bénin pour aller dans les pays voisins, vous payez ce qu'on appelle, comment ils appellent ça? Ce que vous payez sur votre voiture. Non, c'est pas la TVM. Si vous devez aller, par exemple, au Togo, un laissez-passer, la taxe sur circulation de véhicules, les véhicules qui vont arriver ici, qui arrivent déjà ici. Ça fait un moment, ils ont demandé, par exemple, de revoir le délai de validité de ce laissez-passer, de l'allonger. On va l'allonger, mais on va relever tant soit peu le montant. Par exemple, ce qui est valable aujourd'hui 3 jours peut l'être demain pour 1 mois. Si vous payez 5 000 pour 3 jours et qu'on vous dit de payer 10 000 pour 1 mois, c'est vous qui gagnez. Vrai ou faux, les amis? Voici un axe, par exemple. Il y a des activités génératrices de revenus qui ne sont pas encore aujourd'hui saisies par les services des impôts et qui vont être appelés à apporter leur contribution
Donc, ce n'est pas vous directement qui allez être impacté par la mobilisation supplémentaire de ressources pour faire face à ces besoins. Mais notez, si vous avez fait le point, combien avons-nous dégagé mercredi dernier seulement pour ces mesures d'urgence? 20 milliards pour le secteur de l'éducation, rien que pour le raccordement à l'eau et à l'électricité. 10 milliards pour le secteur santé. Et pour le raccordement, il n'en a pas encore parlé, des centres de santé à l'eau et à l'électricité, parce qu'il y en a encore dans notre pays, sans parler du milliard pour les intrants nécessaires pour la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Et puis, il y aura toutes les autres mesures et ce qu'elles peuvent avoir comme impact financier. C'est beaucoup d'argent, mais nous, le faut faire. Et quand on le fait, effectivement, l'État ayant des charges, il a besoin de ressources pour les couvrir. N'est-ce pas? C'est ce qu'enseigne Gaston Gèze, que je ne vous enseigne pas. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis de ce côté. Vous vous cherchez là-bas. Je suis Henri Sauvé-Yamoré. Je suis journaliste à Radio Tado FM. Une bonne mesure, oui. Mais est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour sanctionner ceux qui ne la mettront pas en œuvre? Parce qu'on sait que dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, on peut dire à un patient, on peut lui dire ça. Quel est le dispositif donc, qui est mis en place? Deuxième question, ça c'est de ma part. Est-ce que on tend vers la gratuité donc des soins d'urgence au Bénin et à Monsieur le ministre de la Santé, si je prends par exemple au centre de santé de la Kassato, j'amène mon enfant, avant qu'on ne touche mon enfant qui est, je dis par exemple, qui fait donc de la fièvre, il faut que je déboute d'abord 2200 francs. D'abord, frais de consultation. Ça aussi, ça fait peser donc dans la bourse donc des citoyens, des usagers de ces centres-là. Est-ce que les 1 milliard, dans les 1 milliard, ça là aussi est pris en compte? D'accord. La question, il y a une question que je vais, cette question-là, c'est propre à vous. J'ai été un peu perturbé donc dans le revue donc dans le compte rendu donc du Conseil des ministres. Vous avez dit ceci, les ministres intéressés sont appelés, alors que entre-temps dans le compte rendu du Conseil des ministres, on disait les ministres concernés sont bon. Pourquoi c'est une nouvelle formulation ou bien les ministres n'ont pas été impliqués donc dans ces différentes mesures ou Je commence merci. par la dernière. Ça veut dire que vous n'avez pas toujours fait attention. Parfois, on a utilisé concerné, parfois on a utilisé intéressé par le sujet. Vérifiez, prenez 10 ou 20 derniers comptes rendus et puis vous allez voir que invariablement, on utilise l'une ou l'autre formule, en fait aussi pour ne pas être redondant, pour ne pas répéter la même chose tout le temps. Et finalement, je me rends compte que toutes vos questions, en fait, elles sont adressées au ministre de la Santé qui va vous répondre. Avant qu'il ne vienne ici vous donner les détails, il ne faudrait pas, ce sera ma contribution avant ces réponses, que nous jouions à tuer la poule aux œufs d'or. Si nous avons une poule qui pond des œufs d'or, il faut en prendre soin. Parce que si nous la tuons
pour voir combien d'œufs il y a en instance dans son intérieur, la poule va mourir et nous n'aurons plus les œufs d'or. Vous avez évoqué un cas qui n'a rien à voir avec les urgences vitales. Et vous avez oublié que nous avons commencé à implémenter l'assurance maladie au Bénin. L'assurance maladie, je dirais, obligatoire. La loi au Bénin dit que l'assurance maladie est obligatoire pour quiconque vit au Bénin. À votre décharge, peut-être parce que la phase de généralisation n'est pas encore entrée dans sa phase active, mais je peux vous dire que les structures sont là, préparent la campagne qu'il faut pour nous sensibiliser tous afin que chacun ait son assurance maladie. Et quand vous l'aurez, vous ne paierez plus les 2200 francs. Peut-être que vous aurez payé à l'année 15 000 francs. À l'année, je dis 15 000 francs de cotisation pour l'assurance. Et quand vous allez, au lieu de payer 2200, vous paierez 20%. L'assurance va couvrir 80%. Si vous avez des médicaments pour 50 000, vous allez payer 20% de 50 000. L'assurance va couvrir le reste. Le professeur Mpati, ministre de la Santé, vous édifiera pour le reste de vos questions. Donc, je lui cède le pupitre. Je voudrais rebondir sur la question de M. Kidjo. Vous savez, aujourd'hui, même je prends il y a un mois, il y a 2 mois, quand vous allez dans une structure de santé, vous avez une pharmacie. Et dans la pharmacie, il y a des médicaments qu'on achète à la SOBAPS. Et je prends l'exemple du cas que j'ai donné tout à l'heure, le cas de la crise convulsive chez l'enfant. On a besoin du diazépam, une ampoule de diazépam et une seringue. Aujourd'hui, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois, le diazépam est dans toutes les pharmacies de l'hôpital. Il suffit juste de prendre ce diazépam-là et d'en mettre quelques ampoules au niveau du service où on accueille l'urgence. Donc, la mise en œuvre de la mesure, c'est là, vous voyez que ça peut être immédiat, ça ne peut qu'être immédiat, puisque c'est une question d'organisation qui va derrière. Mais après ça, le milliard qui va venir va permettre d'acquérir ces médicaments, de les mettre à la disposition des hôpitaux pour s'assurer qu'ils ne vont pas entrer en rupture de stock parce que quelqu'un n'aura pas payé et ils seront en incapacité d'aller se réapprovisionner au niveau de la SOBAPS. Donc, c'est aussi simple que ça. Sur la question du paiement, quand vous avez le palu n'est pas une urgence vitale. Vous allez à l'hôpital, vous payez votre consultation et vous êtes soigné. Quand je prends l'exemple du centre que vous avez cité, c'est un centre de santé qui a été médicalisé. Il y a un médecin qui consulte là. Et vous savez, le gouvernement, par le passé, a fait un effort substantiel et il y a eu 130 centres de santé qui, dans la pyramide initiale, n'étaient pas médicalisés, qui ont bénéficié de la présence d'un médecin effectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et quand un médecin consulte, le prix de la consultation, ça augmente un tout petit peu. Et comme l'a dit déjà le porte-parole, le ministre porte-parole, dans un avenir pas trop lointain, nous allons démarrer pour tout le monde l'assurance maladie. L'enfant dont vous parlez, sa cotisation annuelle, c'est de 9 000 francs. Il paie 9 000 francs pour l'année et chaque fois qu'il tombera malade, aussi bien pour la consultation, les bilans de laboratoire, les médicaments, c'est le tiers payant qui est de 20% qui sera payé. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose à faire derrière pour que l'ensemble de nos concitoyens, d'ailleurs, c'est une obligation par la loi, veiller à ce que, dès qu'on va lancer le processus, qu'ils puissent effectivement souscrire à l'assurance maladie. Dans le panier de soins de base de l'assurance maladie obligatoire, les urgences
et la réanimation sont dans le panier de soins. Les soins d'urgence et de réanimation sont dans, on n'a pas de vital là, hein. Les soins d'urgence et de réanimation sont dans le panier de soins pour les 48 premières heures. Mais vous voyez derrière le tiers payant à payer. Mais quand la personne sera prise en charge au regard de la mesure qui est en cours aujourd'hui par rapport à l'urgence vitale, quand il s'agit d'une urgence vitale, on ne lui demandera pas d'aller payer le tiers payant, les 20%, avant de lui faire des soins. On fait comme on a dit, et à la fin de son séjour, il va aller payer son tiers payant pour les 20%. Donc voilà un peu comment va se structurer le futur par rapport à l'assurance maladie, par rapport aux consultations. Est-ce qu'il y a encore une question à laquelle je n'ai pas répondu? C'est bon? Merci, monsieur le ministre. Merci, le gouvernement. Miel Wadaï, en temps normal, nous devons tous applaudir ce fonctionnement, ce départ. Moi, on m'appelle Léopold Medabé, Tidou, j'ai quitté Parakou. Juste parce que j'ai entendu qu'il y a ici aujourd'hui une conférence de presse. Ça a démarré, parce que je veux témoigner. Ça a démarré effectivement. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas... Non, c'est une réalité. J'ai un neveu qu'on appelle Takbono Corneille, qui est actuellement à l'hôpital de zone du Zou, CH de Goro. Oui. Ok, ok. J'ai rapproché. Ok, c'est bon, c'est bon. Et donc, je disais, ça a commencé. C'est une vérité absolue que tous présents ici, nous constatons réellement que ça a commencé. Je suis en train de faire un témoignage. Actuellement, où je vous parle, j'ai un neveu qu'on appelle Corneille Kakuno, qui est actuellement en soins vitaux à l'hôpital de zone de Goro, CH de Goro, qui a été pris en charge immédiatement. Et donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe là, nous devons tous remercier le gouvernement parce que numéro 1, le président de la République a su organiser, a su gérer avec l'équipe qu'il faut, les hommes qu'il faut pour que ça avance. Et donc, moi, principalement, c'est pour ça que j'ai quitté Parakou pour ici, pour remercier d'abord le président de la République, le ministre de la Santé, qui a organisé les choses structurellement dans son secteur et que je passe aussi par ce canal pour remercier aussi le directeur de l'hôpital de Goko, l'hôpital de zone de Goko, CH de Goko, qui aussi avait dit qu'il va faire ce travail de façon irréprochable. Et c'est ce qui se fait. Donc, je ne tiens qu'à remercier toute l'équipe. Merci. Je voudrais rebondir sur quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Vous avez parlé des sanctions. Vous savez, comme l'a dit le ministre porte-parole tout à l'heure, nous avons rappelé à l'ensemble des responsables, aussi bien les directeurs d'hôpitaux, les médecins coordonnateurs, les médecins-chefs, qu'ils ont l'obligation de s'assurer de la mise en œuvre effective de cette mesure et de prendre toutes les dispositions y afférentes. Et par rapport à ça, évidemment, ils doivent pouvoir sensibiliser le personnel. Et il n'est pas question qu'un agent puisse, de par, je ne sais pas trop, ses convictions ou autres, entraver
la mise en œuvre de cette mesure. Si c'est le cas, soyez rassurés qu'il sera épinglé et que les sanctions qui doivent suivre vont suivre. Par ailleurs, pour la population, votre numéro est toujours ouvert. Le 01 91 44 44 44. Un message audio WhatsApp, un message écrit WhatsApp, signalez et vous allez avoir la suite. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ma question concerne le secteur de l'agriculture et de l'éducation. Et nous avons constaté au niveau des mesures prises que c'est seulement les produits de rente qui ont été ciblés. Je voudrais savoir qu'est-ce qui sera fait pour les produits vivriers. Je veux parler peut-être de maïs et de l'ananas. Quand vous prenez par exemple, je donne l'exemple de maïs actuellement qui coûte 125, alors que le pauvre cultivateur a dépensé peut-être chez nous, par exemple, ils font le cantine à 1500. Celui qui a dépensé 1500 pour cultiver son maïs et il vend le kilo à 125 aujourd'hui. Et vous constatez avec moi qu'il se retrouve vraiment rouge à pète. Qu'est-ce qui sera fait peut-être dans ce cadre pour aider ceux-là? Un instant. Vous le suivez tous? Vous êtes tous consommateurs de maïs, hein? Nous sommes tous consommateurs de maïs, hein? Et demande que le maïs coûte plus cher. Et demande, notre ami, il demande qu'on vende le maïs. Il y a quelques mois, ça ne coûtait même pas 125. Ça coûtait beaucoup moins que 125. Non. D'abord, il y a eu une période où ça coûtait moins. Il y a des périodes où ça grimpe. Ça, c'est la fluctuation relative du prix des produits vivriers. Vous avez évoqué les secteurs qui sont aujourd'hui, pour les spéculations que vous avez citées, ce sont les secteurs les plus structurés, organisés. Vous en conviendrez. On peut agir directement sur ces secteurs-là aujourd'hui, sans prendre le risque d'aller en perdition. Les autres, nous avons commencé là. Si dans quelques temps, il y a des mesures qui doivent être prises pour d'autres secteurs, vous aurez le temps de constater. Vous aurez le temps de le constater. C'est pas particulièrement parce que c'est des filières de rente qu'on a agi. C'est d'abord parce que ce sont les secteurs les plus organisés. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Est-ce qu'il y aura un travail qui sera fait à ce niveau? Parce que moi, j'ai particulièrement constaté que ceux qui sont les paysans qui sont dans le domaine qui produisent des maïs, ils sont laissés pour compte, franchement. Vous croyez? Vraiment? S'ils utilisent de l'engrais, ils sont déjà pris en compte. Il y a 2 semaines ou 3, nous avons annoncé des mesures de subvention pour la campagne agricole. Et ça concerne aussi bien les vivriers que le coton. Donc, l'État, et cette année, les subventions, c'est 31 milliards, au moins. Et dans le collectif budgétaire, nous apportons plus de subventions encore. Ça impacte toutes les filières. Donc, personne n'est laissé de côté. Hein. Okay. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et la deuxième question, c'est par rapport aux mesures prises pour accompagner les filles dans l'enseignement secondaire. Je voudrais savoir comment cela va se faire quand on prend les élèves de 3e en terminale, ils payent quelque chose. Quand on va maintenant que c'est gratuit, et ça dit que on va renforcer ces établissements. Bon, les établissements d'enseignement secondaire, on va les renforcer. Et l'autre chose, c'est par rapport à ces filles qui aujourd'hui qui payent 1850 ou 1800 quelque chose. Même de 6e, pardon, de 6e en 3e, ils payent 1500 quelque chose. Je voudrais savoir. Et pour ils n'en ont pas. On les renvoie à cause de ces 1800 ou 1500 quelque chose là. On les renvoie à cause de ça. Est-ce que ça dit que désormais, la gratuité là, ça va arriver jusqu'à 0 francs? C'est-à-dire, les filles vont à l'école, ils ne payent rien. Ils vont juste payer et fournitures scolaires et aller juste apprendre et c'est fini, ça s'arrête là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous remercie. Je suis sûr d'abord que vous, votre fille n'est pas dans le cas.
Et vous auriez pu dire à l'État, c'est gentil de faire ça, mais moi j'ai les moyens de payer, je vais payer pour mes filles. Bon, je vous taquine. La Constitution du Bénin dit que l'État rend l'enseignement primaire public progressivement gratuit. Nous avons déjà acté la gratuité depuis de longues années maintenant, avant même le président Talon. Ensuite, la gratuité du premier cycle du secondaire a été actée pour les filles. Donc, de 6e en 3e, les filles ne payent pas de frais de scolarité. Ça concerne les frais de scolarité. Et depuis 3 ans, avec le président Talon, nous avons mis en route la gratuité pour les filles au second cycle du secondaire, de la seconde en terminale. Jusqu'à mercredi dernier, jusqu'à aujourd'hui, il y avait une vingtaine de communes, les communes où les populations, les conditions les moins favorables, on va dire, les plus pauvres du Bénin. Nous avons commencé par ces communes l'exonération de frais de scolarité pour les filles. Donc, ce qui se fait maintenant, c'est d'étendre aux 50 et quelques autres communes qui restaient la mesure de gratuité pour que, à la rentrée scolaire 2026-2027, sur toute l'étendue du territoire national, plus aucune fille n'est à payer de frais de scolarité pour aller à l'école publique. Cela veut dire concrètement que de la maternelle en terminale, quand on est dans l'école publique, nos filles ne payent rien. Que l'on soit multimillionnaire, que l'on soit milliardaire ou que l'on soit indigent, si notre enfant, fille, va à l'école publique, elle ne paye pas de frais de scolarité. C'est ça ce que la mesure veut dire. Et ça traduit un message. Le message du gouvernement que nos filles, jusqu'à un certain âge, comme les garçons, ont le droit d'aller à l'école. Que les parents ne doivent plus appliquer un droit de préférence au profit des garçons, faire des choix en disant j'ai pas beaucoup de moyens, je vais donner priorité aux garçons, et la fille va rester à la maison, et très vite, elle va se retrouver sous le toit d'un homme, même lorsqu'elle n'est pas encore adulte. C'est vrai que nous avons pris des lois pour lutter contre ces phénomènes de mariage précoce, de mariage forcé et autres. Mais en plus maintenant, nous encourageons et nous enlevons tout alibi aux parents qui laissent leurs enfants filles aller rejoindre le lit d'un homme qui devrait avoir honte de les avoir dans son lit. Nous leur enlevons en fait tout alibi pour leur dire les enfants, elles ont le droit d'être en classe parce que finalement, vous ne payez pas de frais de scolarité. C'est ça l'importance de cette mesure. Nos enfants, les filles, elles ont les mêmes potentialités que les garçons. Et il n'est plus question de faire le choix entre garçons et filles pour privilégier qui va à l'école et qui ne va pas à l'école. Il faut que cela soit entendu de nous tous et nous allons continuer à y travailler. C'est vrai qu'à côté, il y a des mesures d'accompagnement qui sont déjà prises et nous mettons chaque année à la disposition de certains, pas encore tout le monde, les kits, les manuels scolaires aussi. Si le pays s'enrichit de plus en plus, grâce à nos efforts à tous, nous arriverons dans quelques années aussi, peut-être pourquoi pas, à ce que même les fournitures scolaires soient disponibles dans les écoles. Et que, je vous attendrai sur la question, même les garçons n'aient plus rien à payer. Au secondaire, tout au moins. N'est-ce pas? On va y arriver, à condition de continuer le travail que nous avons commencé à faire et qui porte si bien ses fruits. J'ai une série de questions. La première s'adresse au ministre de la Santé. Bien vrai, le gouvernement a pris mesure de la gratuité des soins du GEX. Mais qu'en est-il s'il pense des maladies
chroniques ruineuses. Je vais nommer la dialyse, le diabète par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ce sens-là? C'est la première question. Vous pouvez répondre d'abord. Vous savez, le gouvernement du président Patrice Talon a travaillé énormément sur la question des maladies chroniques, notamment la question de la dialyse. Et sur cette question, comme vous avez pu le constater, nous sommes passés, je dirais, d'un centre et demi. Un centre et demi, celui du CNHU, avec des équipements fermés totalement, qui faisaient que les coûts des intrants pour faire la dialyse étaient très élevés, à celui de Parakou, qui était dans un état à peine désirable, à 4 structures aujourd'hui, celui du CNHU, celui de Porte-Novo, celui d'Abomey et celui de Parakou qui a été totalement rénové. Ce qui permet aujourd'hui de rapprocher les services des populations du nord au sud. La deuxième chose, c'est que le gouvernement a acquis des équipements ouverts. Des équipements ouverts sur l'ensemble de ces centres. Ces équipements ouverts ont permis de challenger vraiment les coûts des intrants. La dialyse coûtait 100 et quelques mille avant. Et avec ce dispositif, avec la question des tasses, nous avons totalement éliminé les tasses sur les intrants de dialyse. Lorsque nous avons fait l'exercice, nous avons pratiquement cassé les coûts de moitié. Aujourd'hui, nous sommes à même de venir de 100 et quelques mille à pratiquement 55 000 par rapport aux coûts. Il y a des coûts qui sont incompressibles qu'on ne peut pas changer. Et je voudrais insister sur quelque chose d'essentiel quand on parle de kit de dialyse. Parce que c'est quelque chose que certains pays diffusent, qui vous disent il y a le kit de dialyse. Je vais vous inviter à aller chercher ce qu'on appelle kit de dialyse au Bénin, ce qui est appelé kit de dialyse ailleurs. Vous allez vous rendre compte que quand on parle de kit de dialyse ailleurs, vous avez rien artificiel et quelques pièces, vous n'allez pas avoir plus d'une dizaine. Prenez le kit de dialyse du Bénin, c'est tout, y compris les médicaments qui sont utilisés pour pouvoir assurer vraiment l'ensemble des services de la dialyse. C'est vous dire quoi? C'est vous dire que beaucoup d'efforts ont été faits. C'est des milliards qui ont été investis. C'est des milliards qui ont été investis par le gouvernement pour pouvoir s'assurer que l'environnement dans lequel déjà nos compatriotes bénéficient des soins